Je claque. Ouais. Rosane me demandait tes nouvelles. Messieurs, est-ce que je peux vous demander de vous asseoir et... Handball, Amandine Tissier. Eh ben, je vous souhaite à tous le bonjour. Merci pour votre présence ce soir à Station P pour la conférence du premier jeudi, puisque c'est tous les premiers jeudis que l'on fait une conférence. On a souhaité faire maintenant en fin de journée, donc 18h30, et Station P étant un centre autant de salles de réunion, comme ici, où on peut accueillir jusqu'à 100 personnes, mais aussi on a la possibilité de faire des réceptions, des cocktails, tout ce qu'on peut imaginer pour les entreprises, les individuels, sauf les mariages qu'on ne fait pas bien sûr. Ce n'est pas non plus une salle des fêtes. Et puis Station P a été créée un petit peu dans l'idée de Station F, c'est-à-dire que ici on vient en salle de réunion, on vient en coworking, et puis une fois qu'on a démarré son entreprise en auto-entrepreneur, on monte d'un étage et on loue des bureaux au premier étage qui sont de 5 à 10 mètres carrés. On est à 1, 2, 3 ou 4 personnes. Et puis quand on progresse encore, et là je vois Mélanie qui sourit parce qu'elle elle passait le gap de suite, on prend une des cellules qui sont au dernier étage, qui sont de 40 à 100 mètres carrés pour installer son entreprise. Et on a autant une esthéticienne, Mélanie, que également une entreprise qui travaille dans l'agroalimentaire, une entreprise également dans l'immobilier. Donc, bienvenue à Station P. Et puis, si vous voulez commencer en bas, vous commencez en bas et puis vous finirez en haut. Et puis, bien après, vous sortirez d'ailleurs de Station P parce que vous irez ailleurs. Station P, pourquoi? Pour faire référence à Station F, et P parce que c'est à Plougastel. Il faut passer le pont. On y vient avec plaisir pour partager tous ensemble rue Père Gouénéaël. Voilà, enfin, il y a plein de P qui font que c'est le centre du Finistère, Plougastel, puisqu'on a une demi-heure de Quimper, une demi-heure de Morlaix et une demi-heure de Plouzané. Donc, comme je dis à Maël de Calan, le président du département, le Plougastel est bien le centre du Finistère. Donc, bienvenue à tous et je vais demander à Céline de me rejoindre. Donc, si on est là ce soir, c'est par rapport à Yao. Donc, Mario qui se présentera tout à l'heure, le fondateur de Yao. Amandine Tissier qui interviendra également par rapport au sport et à l'entreprise. Et Céline qui est co-organisatrice avec moi de Yao dans le Finistère. Donc, moi, un petit peu plus dans le nord. Et Céline qui est beaucoup plus dans le sud. Oui, voilà, donc moi je suis dans le sud Finistère, donc sur la région quimpéroise. Je suis chef d'entreprise depuis 10 ans et j'ai commencé filleule chez Yao il y a 10 ans. Donc, et aujourd'hui, aujourd'hui je deviens marraine et j'organise aussi avec Stéphane Yao de manière à relancer un petit peu Yao sur le Finistère parce qu'on trouvait que ça manquait un petit peu. On avait besoin de filleuls, de parrains pour relancer l'échange et tout ça entre les parrains et les filleuls. Voilà. Donc, tu es rentrée il y a 10 ans à Yao. Ouais. Pourquoi, au final, tu y es rentrée? Je suis rentrée il y a 10 ans à Yao parce que je venais pas d'une famille où j'avais des chefs d'entreprise dans ma famille. C'est toujours difficile de parler des montants qu'on emprunte à ses parents, à son entourage, si eux-mêmes n'ont jamais fait ces démarches-là. Et en Yao, j'ai trouvé cet accompagnement-là avec des chefs d'entreprise locaux en plus, donc du coup qui sont en mesure de nous conseiller par rapport au département, à leur expérience. Et ce que j'ai trouvé hyper chouette, c'est qu'il n'y a pas de business entre nous. On n'est que sur de l'échange, du conseil, du partage. Et donc moi, j'ai appris énormément avec ma marraine qui s'appelait Brigitte. Avec Mario, je me suis accompagnée de mon avocat à l'époque, Olivier, avec qui je travaille toujours donc, depuis 10 ans. Et donc voilà, en fait, c'est de l'échange, c'est du partage, mais ça nous permet d'être soutenus et accompagnés sur des choses qu'on ne trouve pas forcément dans notre entourage, comme je le dis, s'ils ne viennent pas forcément du milieu de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, et aujourd'hui, tu as combien d'entreprises et tu as combien de salariés?
Alors aujourd'hui, j'ai 11 salariés. J'ai deux entreprises, enfin j'ai un peu plus, enfin j'ai 5 entreprises parce que j'ai des holdings et des SCI et des SARL, mais moi je suis franchisée chez Provaliance, donc j'ai des salons de coiffure Franck Provo. Combien de salons actuellement? J'en ai 2, voilà. J'en ai 2. Combien de salons dans 5 ans? Ah, Et combien sans dans doute, 10? ouais, sans doute que... En fait, il fallait déjà acheter les fonds, avoir les murs, et maintenant que j'ai les fonds et les murs, je m'ennuie. Donc effectivement, maintenant, il faut que je parte sur un 3e projet qui devrait voir le jour bientôt, en 2024. Ouais. Donc ça montre que tu es motivé, tu n'as pas envie de t'arrêter à 2 salons. Et tu feras peut-être comme Mario, avoir Ouais, plusieurs après, oui. structures, plusieurs restaurants, etc. Puis on Et nous donc dit, hein, tu quand on finiras commence, peut-être avec 25 salons de coiffure dans le Finistère ou en Bretagne, Peut-être. voire plus. Peut-être pas, non. Non, non. Mais effectivement, ouais, on dit toujours qu'on commence avec un prêt et finalement on est endetté tout le temps parce qu'on se rend compte qu'on grossit au fur et à mesure, on emprunte et puis vu qu'on veut faire évoluer ses collaborateurs, ben, plutôt qu'ils aillent travailler ailleurs, et ben, on rachète d'autres boîtes pour qu'ils restent avec nous et qu'ils évoluent dans nos boîtes. Si Voilà. tu aurais un mot à dire aux jeunes qui sont ici, parce qu'il y a pas mal de jeunes, pas mal de femmes. C'est vrai qu'on dit que les entreprises, c'est souvent des hommes. Ben, aujourd'hui, on a plus de femmes et de jeunes que la moyenne. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui sont là aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut pas réfléchir, il faut y aller. Que le monde de l'entrepreneuriat, c'est une formidable aventure. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. C'est une liberté qui est, bon, certes, c'est une liberté qui est, bon, des fois, il y a du 6/7 et des fois, il y a des semaines à 60 heures, mais à côté de ça, ça apporte tellement en termes de développement personnel, en termes de fidélisation de ses équipes. Et de développement des collaborateurs avec lesquels on travaille et on les voit évoluer au fur et à mesure et je trouve que cette richesse-là, il y a peu de choses qui peuvent nous les apporter. Ouais. Donc voilà. Merci Céline. Avant que tu reprennes la parole pour présenter Amandine, moi je vais reprendre la parole pour présenter Mario et je vais demander à Mario de nous rejoindre. Alors là j'ai pris ma petite fiche parce que je veux quand même pas me tromper. Et après, il faut que je redonne le micro. Mario, aujourd'hui, tu as 22 ou 24, ou un peu plus que 22 en tous les cas, restaurants de McDonald's sur l'île-et-Vilaine. Tu fais travailler 1500 personnes. Tu es un des chefs rennais incontournables aujourd'hui dans le paysage. Tu es le fils d'un immigré italien. Tu as vécu en Moselle. Tu as découvert Strasbourg en intégrant l'école hôtelière. Tu as travaillé un temps pour un monarque iranien. Un empereur. Un empereur iranien. Et en revenant à Strasbourg, tu as postulé chez McDo. Et c'est là que l'aventure commence, fin 1979, 1er décembre, si je ne me trompe pas. Exactement. Et donc aujourd'hui, 44 ans après, tu es toujours chez McDo. Mais tu as gravi quand même les échelons. Puisque tu as démarré chez McDo en tant qu'équipier. Oui. Comment on y arrive là? Avec quelle motivation? Et qu'est-ce qui t'a donné cette envie de passer d'équipier à plus? Mais là, en attendant, je vais passer le micro parce qu'il faut que tout le monde t'entende bien. Surtout que le micro, il ne vous sert pas à vous. Hein. Il sert juste pour les enregistrements. Mais bon, merci. Merci, mais je vais le tenir, c'est bon. Bon, d'abord, je pensais que tu allais continuer, mais bon. Je passe sur le côté. D'abord, je voudrais rectifier ta petite présentation qui est, t'as bien cherché, mais il y a 2-3 petites erreurs. Il y a plus de restaurants que j'ai dit. Il y en a 26. Et j'ai 1600 employés aujourd'hui, et non pas 1500. Mais tout le reste est tout à fait vrai, effectivement. Et ça me fait penser à ce que tu disais à l'instant. Évidemment, quand je t'écoute, je pense à mes débuts, évidemment. Et tu lui demandais, mais comment on y arrive et comment est-ce qu'on fait pour avoir 2, 3, 4, 5, 6 salons? Et surtout quand on ne vient pas d'un milieu où on a beaucoup d'argent, d'un milieu de chef d'entreprise, eh bien, la persévérance. La persévérance, c'est l'arme du pauvre.
C'est quand on n'a rien, il ne reste plus que la persévérance en fait. Je crois que ceux qui ont beaucoup de choses peuvent en abandonner, ceux qui n'ont rien ne peuvent rien abandonner. Donc vraiment, je pense qu'une des armes pour y arriver, c'est quand même la persévérance, y croire, avoir foi en soi et puis avancer, oser, ne pas avoir peur. Voilà. Je pense que c'était ça ta question. C'était ça ma question. Aujourd'hui, tu pourrais t'arrêter, tu pourrais prendre ta retraite. Voilà, Quand je serai vieux dans 20 ans. Et donc, qu'est-ce qui te motive encore pour te lever tous les matins et te dire, ben, je fais fonctionner mon business avec les emmerdes qui vont avec, puisque tu le prends avec légèreté, mais je pense que si tu as 1600 salariés, il y a forcément 1600 plus d'emmerdes que quand on en a qu'un. Donc, ben, quelle est ta motivation première? J'aime toujours ça. Moi, je suis. Tu parles de mon activité professionnelle. Hein. Moi, je suis rentré chez McDo parce que d'abord, je sortais de l'école hôtelière, comme tu le disais. Je venais de la restauration classique, gastronomique. J'ai servi tous les têtes couronnées de cette terre. Et puis, croyez-moi ou pas, mais McDo, ça m'a interloqué. C'est incroyable. Le système tel que je l'ai découvert en sortant de l'école hôtelière, j'en revenais pas. Donc j'aime toujours ce que je fais. Et j'ai pas envie de le quitter. Moi, je suis bien sûr, en famille, à la maison, mais je suis bien au travail. J'adore ce que je fais. D'ailleurs, je travaille pas. Moi, je me balade dans mes restos, je fais des choses, j'adore faire les frites, voir les clients. Enfin, j'imagine que c'est un peu comme toi, mais moi j'adore parler aux gens. Et pour moi, c'est pas du travail. J'ai une chance inouïe. Moi, j'ai été béni des dieux depuis tout petit, quoi, en fait. Aujourd'hui, les générations changent. Les employés que tu as pu avoir lorsque tu as ouvert lorsque tu as pris ton premier McDo, par rapport à maintenant, ça change un petit peu. Comment tu perçois ce changement? Est-ce que c'est plus difficile, plus facile? Est-ce que le fait d'avoir un franchiseur avec toi, ça aide également? Alors, deux choses. Il y a l'histoire des générations et puis l'histoire du franchiseur. Moi, je pense que les générations d'aujourd'hui sont les mêmes qu'avant. Ceux qui prétendent que c'était mieux avant ou qui disent que les jeunes d'aujourd'hui savent rien faire, veulent pas travailler et tout, ce sont des menteurs. Pour moi, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que tout le monde veut s'en sortir. C'est que les jeunes d'aujourd'hui, ils se battent avec les armes qu'ils ont aujourd'hui, qu'on n'avait pas nous dans le temps. Nous, on n'avait pas d'internet, pas de choses comme ça, on se battait avec d'autres armes. Le vrai changement qu'il y a aujourd'hui avec les jeunes, c'est que nous, on voulait monter une boîte pour s'en sortir et pour s'enrichir. Surtout quand on venait d'un milieu pas très aisé. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ça ne leur suffit pas, ça. Ils veulent être utiles et que ce qu'ils font, ça ait du sens. Monter une boîte pour un jeune et que ça n'a pas de sens, ça ne sert pas à quelqu'un ou à quelque chose, ben il ne la montera pas, quoi, en fait. On va plus trouver des jeunes qui veulent monter une boîte parce qu'on va devenir riche. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. On ne devient pas riche en montant une boîte. On devient riche socialement parlant. On devient riche parce qu'on rencontre du monde. On devient riche parce qu'on s'améliore dans sa vie. Mais donc, les jeunes d'aujourd'hui sont comme nous. On essaie de s'en sortir et ils essayent de s'en sortir. C'est le monde qui a changé, en fait. C'est l'évolution du monde. Mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont plus au service de l'humanité. Ils ont plus cette conscience-là que nous n'avions pas vraiment, ou moins. Les jeunes n'ont plus cette conscience. Et c'est une force. Alors je vous le dis, hein, gardez cet avantage de vouloir améliorer le monde. Parce que vous avez raison. Vous avez raison. C'est vraiment la bonne voie pour y arriver. Après, monter une boîte avec une franchise, c'est 10 fois plus facile que monter une boîte tout seul. Voilà. Il n'y a pas de question. La seule chose, c'est que quand on monte une boîte avec une franchise, ça nécessite une qualité particulière. Ça nécessite d'être humble.
parce qu'on ne fait rien soi-même, on applique des règles que le franchiseur vous a vendues, en fait. Et si vous manquez d'humilité, vous ne réussirez pas. Et parce que tu as une franchise aussi. Hein, pour réussir dans le monde de la franchise, il faut savoir ce que le franchiseur veut, être en accord avec ça. Penser qu'avec ça, on va réussir sa vie et foncer. Vouloir changer la façon dont Franck Provost fait ses coupes ou je sais quoi, c'est une perte de temps inutile. Inutile. Il faut garder son énergie pour appliquer le concept que le franchiseur nous a donné. Donc dans le monde de l'entreprise, il y a deux mondes. Les indépendants, qui sont plutôt des gens passionnés, avec de la créativité, ils ont inventé le truc du siècle, ou la petite passion qu'ils ont depuis tout petit. Et ceux, comme moi, pas très intelligents, qui achètent un concept, mais qui ont l'humilité de le suivre. Et ça, c'est pas facile. Surtout, et puis tu verras bien, plus tu as de salons, plus tu as d'entreprises, moins tu deviens humble. Et plus c'est difficile de revenir sur Terre. Donc, je te le dis tout de suite, reste sur Terre. Reste sur Terre. Autrement, si tu ne restes pas sur Terre, tu vas tomber. Et un plus jeune que toi va prendre ta place. Merci Mario pour ce conseil à Céline qui est valable pour tous les jeunes qui ont l'ambition et qui ont prévu que dans 10 ans, vous soyez là à présenter également votre entreprise. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Mario? Ou des questions. Des questions, oui, pourquoi pas qu'une. Absolument. Mais qui veut poser la première question? Moi j'ai une question pour. Oui. Quand vous avez démarré en 1980, ça sert 70, ouais. Vous êtes arrivé chez McDo. Oui. Est-ce que le management de l'époque est comparable à celui d'aujourd'hui, par exemple? Est-ce que c'est quand même très très charté? Oui. Ce qu'on voit aujourd'hui des grandes enseignes comme Decathlon, par exemple, font un petit peu la part belle aussi aux jeunes. Et quand vous étiez là en 1980, comment ça se passait et par rapport à aujourd'hui, comment ça se passe? Chez McDo, on parle. Oui, chez McDo. Chez McDo. Ouais, bah déjà à l'époque, c'était le même management qu'aujourd'hui. Et je pense que ça fait partie de ma réussite professionnelle. C'est-à-dire que en 79, j'avais 20 ans et j'ai appris toute ma carrière professionnelle chez McDo et ma vie chez McDo. Et j'ai découvert un management où, principalement, on cherche quel est le talent de l'autre pour le faire grandir. Et ce management un peu participatif, ce management motivant, ce management humain, il y a plus de 40 ans, c'était déjà comme ça chez McDo. Et une partie de ma réussite, c'est ça. C'est que j'ai réussi à prendre ça et puis à me faire aider de toutes les personnes qui sont autour de moi. Parce que pour avoir un restaurant, c'est pas trop difficile. Mais pour en ouvrir 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, on ne peut plus rien faire tout seul. On a intérêt d'avoir autour de soi des personnes. Et les personnes, elles vous suivent que si vous êtes bon, quoi, en fait. Que si vous êtes bon avec eux, j'entends. Hein. Donc, la façon dont on traite les personnes, la façon dont je vais dire un gros mot, hein, on aime les personnes, eh bien, ça va déterminer la réussite future du chef d'entreprise. Il ne faut pas avoir peur en entreprise de parler d'amour. Il ne faut surtout pas avoir peur de ça. Parce que ça fait partie de l'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas qu'un endroit où on gagne de l'argent. C'est un endroit où on vit. Et quand on vit, il y a de l'amour, il y a de tout, quoi. Donc oui, ça a existé et je me suis servi de ça. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Pour moi, alors, ne me croyez pas, ne soyez pas d'accord avec moi, mais pour moi, McDonald's, c'est la plus belle entreprise du monde. Voilà. Merci Mario. Ça, c'est dit. Tout à fait. Ouais, Tu avais une question? Ouais, alors je découvre Yao et son concept là, parce que j'ai pu tomber sur l'événement il y a quelques jours, c'est pour ça que je suis là. J'aurais voulu savoir d'où est parti le concept, comment est née cette idée de se dire tiens on va mettre en relation des gens qui démarrent avec des gens qui ont un peu plus d'expérience. Est-ce que c'est parce que quelque part
cette relation avec le franchiseur que vous avez, vous avez dit, tiens, ce serait peut-être pas mal si des gens qui ne sont pas dans une franchise pouvaient avoir ça. C'est une très belle transition, puisque c'était la question que j'allais poser une fois que toutes les autres questions sur la vie personnelle et le chef d'entreprise Mario étaient faites. Donc voilà, c'est la transition. Tu peux y aller, Mario. Tu peux répondre. Alors, je ne suis pas venu là ce soir pour parler de McDo, qu'on se comprenne bien. Hein. Je suis venu pour parler de Yahoo. Mais vous tournez autour de mon entreprise, je suis bien obligé d'y répondre. Et puis je ne veux pas esquiver. Quand j'étais jeune chef d'entreprise, et depuis, je travaille qu'avec des jeunes. Donc j'ai l'habitude. Moi, je suis entouré de jeunes depuis tout le temps. Et j'ai l'impression de jamais avoir vieilli à cause de ça, en fait. Et petit à petit, installé à Rennes, avec 1, 2, 3 McDo, on venait me voir, les jeunes venaient me voir, parce que mon entreprise était jeune, l'image jeune. Et les jeunes venaient vers moi pour me poser des questions, des conseils, et ainsi de suite. Et puis très vite, j'ai été monsieur jeune à la chambre de commerce. Après, j'ai été monsieur jeune au MEDEF. Et puis, dans toutes les organisations, on me demandait d'être celui qui était en relation avec les jeunes, et puis d'aider les jeunes pour la chambre de commerce, pour le MEDEF, et ainsi de suite. Mais il y avait un problème. Alors, je suis désolé parce qu'il va entendre un truc qui ne va pas lui plaire. Mais il y avait un problème avec ces organisations, c'est que les jeunes, ils ne vont pas à la chambre de commerce pour ouvrir une boîte. C'était vrai en 1950, mais là, c'est fini, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit à un moment, mais ça ne marche pas avec la chambre de commerce. Il se passe des trucs, mais pas tout. Je ne suis pas complet dans mon devoir de rendre service aux jeunes. Et je me suis dit à un moment, je vais le faire pour moi. Je vais mettre de côté les chambres de commerce et ainsi de suite. Et je vais créer un fonds de dotation qui va aider les jeunes. Alors, pour la petite histoire, je me suis entouré de quelques chefs d'entreprise. Et pendant 6 mois, on a travaillé pour mettre en place Yahoo. Et la question centrale que je leur posais et je leur demandais de me répondre, c'est est-ce que je fais ça parce que vraiment j'ai envie d'aider les jeunes ou je fais ça parce que j'ai les chevilles qui enflent? Et bien, on a tourné, puis on s'est rendu compte que j'étais vraiment sincère, quoi. Et donc, Yahoo est né à ce moment-là. Et c'est né avec des chefs d'entreprise autour de moi qui se sont dit, mais on peut aider les jeunes sans pour autant avoir une usine à gaz, en étant juste proche d'eux, en leur tendant la main, en leur disant « Aie confiance en toi, vas-y, trompe-toi, ne fais pas ça parce que je l'ai fait, je me suis trompé ». Enfin, des choses toutes simples, en parrainant. Comme si le chef d'entreprise, c'était un ami de longue date qui veut vous garder sur le bon chemin. Tu vois ? Yahoo, c'est ça en fait. Yahoo, c'est des chefs d'entreprise aguerris qui ont fait 10 millions de conneries dans leur vie et beaucoup de réussites et qui veulent prendre un jeune en leur disant « Voilà tout ce que j'ai fait, ne le fais surtout pas ou fais ça, tu vas gagner du temps. » Et en les aidant dans toutes les questions qu'ils auraient pour monter leur boîte ou pour gérer leur boîte. Donc, Yahoo, c'est né comme ça. Et l'esprit de Yahoo, la philosophie de Yahoo, c'est être utile, être sincère et vraiment rendre service. Sans arrière-pensée, sans vouloir frimer, sans prendre d'argent, sans relation d'argent. Yahoo, c'est la vraie vie, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais... Yahoo veut dire quoi en breton? Yahoo, ça veut dire en avant. Yahoo, c'est le Yallah arabe. Yallah, on y va. Hein. Yahoo, en breton, quand on donnait les coups de fouet sur les chevaux pour avancer, on disait Yahoo. C'est le U, quoi, en fait. C'est en avant. On se prend en main, on y va, quoi. C'est ça, Yahoo, en fait. Une autre question? Quelles sont les clés pour que ça matche, pour que ça marche? Entre le jeune et le chef d'entreprise. C'est incontournable des deux côtés. Oui. Donc les jeunes, ils viennent de où d'abord? Les jeunes, ils viennent du territoire, de tous les quartiers. Ils sont la plupart du temps pas issus d'un milieu entrepreneuriat, donc ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Certains le connaissent,
mais pas tous. Et puis, ils passent par notre site. Et sur notre site, ils ont 5-6 questions à répondre pour savoir ce qu'ils veulent faire, quelle boîte ils veulent. Mais très simple, hein. Pas un interrogatoire. Et on leur demande d'émettre des souhaits pour choisir un parrain. Donc, ils ont la liste des parrains du département et on leur demande de faire 3 souhaits. Après, on prend le dossier, on le présente au parrain et si le parrain a le temps, seulement s'il a le temps, il dit oui. S'il n'a pas le temps, il dit non. On en prend un autre. Donc, le parrain, lui, il va... Une fois qu'il a dit oui, il s'engage avec le jeune. Ils vont se voir tous les deux et ils vont signer un petit bout de papier pour dire... Le parrain va dire, je ne te prendrai jamais d'argent et jamais de part dans ta boîte et jamais de la vie je me permettrai. Et le jeune va signer un papier pour dire, si je fais faillite, ce n'est pas de ta faute, le parrain. Pour que tout le monde sache exactement où il va. Et là, l'aventure commence. Et là, il y a 10 000 façons de vivre le parrainage entre le jeune et le parrain. Certains se voient une fois par semaine, d'autres s'écrivent, d'autres se téléphonent, d'autres se font des réunions, d'autres ne se voient pas pendant 2 mois. Et quand le jeune appelle, il est toujours là pour répondre. Donc, ce n'est pas encadré, en fait. La seule chose qu'on demande aux jeunes et aux parrains, c'est une réciprocité de sincérité. Voilà. C'est ça qu'on demande. L'honnêteté, la sincérité. Et c'est empreint de liberté. Et je pense que c'est pour ça que ça marche bien, en fait. Alors, tu pourrais me dire, mais qu'est-ce que les parrains trouvent de bien là-dedans? Parce qu'il faut avoir du temps hein, à consacrer à des jeunes quand on a on a une boîte. Hein, on n'a juste pas que ça à faire. S'il le fait, c'est qu'il a envie. Et quand ils le font, ils s'aperçoivent qu'ils apprennent autant, voire plus, que les jeunes. Parce que les chefs d'entreprise de mon âge ou plus jeunes, ils sont totalement déconnectés du monde d'aujourd'hui. Hein. Et le jeune, ça lui apporte tout ça. Et ça le remet à la page. Et ça lui fait du bien. Et c'est gratuit, là aussi. Hein. Sur quels critères sont recrutés les parrains, justement? Alors, ça, c'est la question centrale. Des parrains qui ont envie de donner gratuitement. Des parrains qui ont de la sincérité. Des parrains qui vont jamais dire je lui réponds pas parce que ça fait 10 fois qu'il m'appelle. Des parrains qui ont envie vraiment de rendre au territoire, aux jeunes du territoire. Et surtout pas des parrains qui viennent là pour frimer. C'est ça les critères. Alors, c'est difficile hein, de choisir. Hein. C'est très difficile. Parce que vous imaginez quand je reçois les parrains et que je dois dire non, je ne vais pas te prendre. C'est difficile. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a de très belles pointures de chefs d'entreprise qui ne sont pas à Yao. Parce qu'ils n'ont pas le cœur pour venir à Yao. Voilà. D'autres questions? Mario, une dernière question. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui et qui veulent monter une entreprise dans les années à venir? S'inscrire à Yao. Allez-y, ça ne coûte rien. Ça serait bête de ne pas le faire, premièrement. De croire en vous, mais de vous méfier de vous. Faites gaffe. Faites gaffe, parce que mon pire ennemi, c'est moi. Mon pire ennemi, c'est moi. Donc faites super attention. Parce que des fois, on a des idées qui nous emmènent là où on ne devrait pas aller. Et pour ça, un parrain bienveillant, ça peut nous aider, quoi. Donc, voilà ce que je pourrais leur dire. Merci Mario. Avec plaisir. Merci pour ton intervention. Avec plaisir. Et merci d'applaudir Mario. Merci pour ces belles paroles, cette humilité que tu as
à chaque fois que tu évoques autant ton parcours que Yao, que tout. Merci. Je vais demander à Céline de me rejoindre, puisque Céline, c'est grâce à toi que Amandine Tissier est présente ce soir. Je vais t'interviewer. Vas-y. Ouais, en fait, l'idée, c'était que moi, avant d'être dans le monde de l'entrepreneuriat, j'étais dans le monde du sport de haut niveau aussi, dans le handball. Et donc, j'ai encore des contacts. Et donc, l'idée était de faire un parallèle avec le monde avec les sportifs de haut niveau et le monde de chef d'entreprise, parce qu'il y a énormément de similitudes dans les valeurs. Et donc, Amandine, qui est là, va venir du coup échanger sur ça, et je pensais que ça pouvait être riche pour tout le monde d'entendre ce retour d'expérience-là. Amandine, pour vous la présenter, alors je l'ai noté parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, elle est finaliste de la Ligue des Champions en 2021 avec le BBH. Elle est vainqueur du championnat de France avec le BBH en 2021. Vainqueur de la Coupe de France en 2016, 2018, 2021. Finaliste avec Nantes en 2012. Tu me dis si j'oublie quelque chose. 2019 avec le BBH aussi, championne de D2 en 2016, des sélections en équipe de France, et aujourd'hui, pour des raisons dont elle va vous faire part, joueuse en National 1 au Rosendu, qui est toujours le plus haut niveau, mais à titre amateur. Voilà, donc là on voulait... tu peux venir maintenant. Donc un tonnerre d'applaudissements pour Amandine. Merci Amandine d'être parmi nous. Je te passe le micro, puisque maintenant c'est toi qui vas prendre la parole. On te laisse échanger, on te pose peut-être quelques questions. Comme vous voulez. Allez, Si en vous qui fonction, voulez. suivant. Ok. Céline, tu as la première question. Moi, je pense que ce qui peut être chouette, c'est que tu parles de Ouais. ton parcours, des valeurs qui sont similaires aux valeurs de chef d'entreprise dont on a besoin Ouais. quand on demande autant de choses avec le monde du sport. Très bien. Voilà. Déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Merci Mario. Je ne connaissais pas ton parcours et c'était hyper enrichissant. Et je te rejoins sur beaucoup de choses, notamment par rapport à ma carrière sportive. Donc voilà, Céline a résumé un petit peu mon parcours sportif. J'ai eu certes beaucoup de titres, mais on a eu aussi beaucoup d'échecs. Enfin voilà, moi j'ai vécu toujours en équipe depuis que j'ai 14 ans. Je suis dans le sport de haut niveau, donc dans le handball. J'ai vécu beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites aussi, mais voilà, c'est des choses qui font partie des parcours. Donc là, je vous rejoins aussi dans les parcours un peu de l'entrepreneuriat, pardon. Mais voilà, là où je rejoins beaucoup Mario, c'est sur la partie persévérance. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Je suis quelqu'un qui a toujours dû beaucoup travailler pour avoir ce que je voulais, même dans le handball. Je suis quelqu'un qui s'investit dans tout ce que je fais. J'ai besoin de projets, sinon je m'ennuie. Je rejoins beaucoup Céline aussi là-dessus. Donc voilà, et en effet, mon parcours de sportif de haut niveau est un peu atypique puisque, certes, j'ai eu une belle carrière parce que pendant 15 ans, j'ai fait clairement du très haut niveau, mais j'ai dû arrêter tout ça du jour au lendemain parce qu'en fait, je suis tombée malade. J'ai eu une sclérose en plaques, ce qui fait que du jour au lendemain, j'ai dû commencer des traitements, j'ai dû adapter ma vie par rapport au sport de haut niveau, puisque quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a dit clairement qu'on n'avait jamais vu une sportive de haut niveau avec une sclérose en plaques. Donc le challenge était à relever et encore un nouveau projet, donc je l'ai fait. Mais à un moment donné, voilà, j'ai dû changer de traitement pour plein d'autres raisons. Et puis j'ai dû mettre un terme à ma carrière. L'avantage du handball, c'est qu'on a les pieds sur terre, puisque dans nos carrières, en tout cas en tant que femme, on est toutes soit en reconversion, soit en études, puisqu'on vit bien pendant notre carrière, mais l'après-carrière n'est absolument pas fait. Et j'ai eu la chance cette année-là, quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière, j'étais en fin d'études de commerce, 4 mois après ma fin de carrière. Et donc pour la petite histoire, je suis commerciale au Brest-Bretagne Handball, donc je suis restée dans le milieu du sport. Mon ancien président, donc Gérard Le Saint et Denis Le Saint, puisqu'ils sont tous les deux présidents.
m'ont fait part du souhait qu'ils voulaient me garder dans l'entreprise, mais en tant que commercial et être chargée des partenariats sportifs au BBH. Donc voilà, j'ai appris beaucoup grâce à eux. C'est des patrons, voilà, on parlait du managérat, etc. tout à l'heure, et c'est des personnes... Enfin voilà, j'ai clairement appris mon poste de commercial avec eux, et ce sont vraiment des personnes qui ont les pieds sur terre, qui savent de quoi ils sont partis, puisque c'est leur papa qui a fondé en fait le groupe Le Sein. Donc voilà. Et pour en revenir en fait, voilà, aux différents points qui aujourd'hui rallient beaucoup le sport de haut niveau et l'entreprise, c'est toujours ce qui est domaine du travail, de la persévérance et beaucoup de la rigueur. Moi, ça, c'est un truc qui a été fondamental dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, parce que c'est bien de travailler, mais si on n'a pas de rigueur, on n'arrive pas toujours à ce qu'on veut. Et voilà. Donc voilà, moi j'ai mis beaucoup de temps aussi à accepter ma maladie, et ce qui fait que j'ai dû aussi changer beaucoup de choses, c'est-à-dire entre l'hygiène de vie, le repos, l'alimentation, etc. Et c'est là aussi où j'apprends aujourd'hui, puisque je suis dans le monde de l'entreprise maintenant classique. Et la partie rigueur, elle fait partie de mon quotidien aussi, puisque sinon, j'y arrive pas. Et par contre, voilà, je rejoins sur la partie managérat où le côté humain est hyper important. Et moi, j'ai besoin de ça parce que voilà, je suis quelqu'un qui est hyper attaché à ce point-là. Et après, chacun est différent. On parlait tout à l'heure des générations. C'est vrai que moi, aujourd'hui, si on me dit de faire quelque chose, mais que ça n'a pas de sens, je le fais pas. Parce que je comprends pas et que je vois pas d'intérêt à le faire. Par contre, une fois que j'ai compris pourquoi on devait le faire ou avec quoi, enfin voilà, c'est des choses, moi, c'est inné, et j'y vais les yeux fermés. Voilà. Et moi, il y a quelque chose sur lequel je veux rebondir. En fait, Amandine est demi-centre, donc pour ceux qui connaissent un peu le handball, c'est elle c'est notre chef d'orchestre. Et en fait, il y a un point qui est très propre au chef d'entreprise, c'est l'abnégation. Et donc se mettre au service de l'équipe, et ça, je pense qu'elle le fait au quotidien, aux entraînements. Elle va toujours s'oublier pour se mettre au service des équipes. Et quand on est manager ou chef d'entreprise, je pense que c'est ce qu'on fait tous les jours. En fait, on va toujours faire en sorte de soulever notre équipe pour les mettre au plus haut. Et c'est souvent nous qui on va s'oublier pour les faire eux s'élever. Et Amandine, de par son poste, aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait à chaque entraînement et à chaque match. C'est vraiment cette qualité d'abnégation qui, pour moi, est propre au chef d'entreprise. Tout à fait. Voilà. Un conseil aujourd'hui que tu donnerais aux jeunes qui voudraient s'engager dans Yahoo? Moi, je trouve ça top. Je vais être honnête avec vous, je ne connaissais pas avant de rencontrer Céline, puisqu'en fait, je joue avec Céline toujours en tant que joueuse, mais amatrice. Moi, je trouve ça top, puisque en fait, j'ai adoré, par rapport à mon parcours, qu'on puisse m'accompagner comme je l'ai eu avec Gérard Le Sein notamment. Et là, je vois vraiment des gens qui ont envie de partager avec vous. Je me doute que c'est un domaine qui est pas évident, de se lancer, ça doit être quand même difficile. Mais quand je vous écoute, ça donne envie, et je trouve qu'il y a vraiment un espèce de suivi. En fait, j'ai l'impression que vous êtes quand même soudés tous ensemble, j'ai l'impression en tout cas. Et en fait, vous avez beaucoup de partage entre vous, et je pense que ça, c'est le plus important. Ouais. Là, maintenant que tu connais Yahoo, Ouais. tu vas t'inscrire. Et je vais faire ma boîte, oui. Et tu vas monter ta boîte. Tout à fait. Donc, quelle boîte que tu vas créer pour concurrencer les Le Sein? Je sais pas encore, mais là, vous êtes tous embauchés du coup. Bon, alors, sache que financièrement, comme tu es dans Yahoo, on va pas pouvoir t'aider. Mais on trouvera ceux qui vont t'aider. Très bien, parfait. Qui a une question à poser à Amandine? La première question. Ronan, tu allais lever le doigt. Alors, des sportifs de haut niveau, ça se trouve pas sur sa bonne cheval comme ça signifie qu'il y a un gros engagement. Aujourd'hui, VBH est engagé dans le fait d'être aussi d'accompagner des jeunes vers l'expertise sportive. Quelle est la palette des accompagnements qui est mise en place au service de tout ça pour montrer aussi ou démontrer aux jeunes qu'on n'a rien sans rien, et que voilà, jusqu'où va l'accompagnement de BBH? Je pense que c'est Sur la partie sportive ou sur l'ensemble. sur la partie sportive, clairement,
Aujourd'hui, on a une partie association, puisqu'en fait, le club est vraiment distinct en deux parties. On a une partie association où on a vraiment la partie amateur et on a la partie pro, où là, vraiment, c'est que l'équipe professionnelle. On a la chance d'avoir une équipe pro qui performe, qui est au plus haut niveau. On a des jeunes femmes qui sont à l'assaut, notamment. Il y a des garçons aussi, mais il y a beaucoup de jeunes femmes. Et elles ont la chance de pouvoir assister à des entraînements avec les filles, avec l'équipe pro. Il y a des histoires de marrainage où, en fait, les filles s'occupent aussi des jeunes. Donc voilà, on a toute une cellule en fait, d'entraîneurs qui viennent faire des séances de sport, de hand dans des écoles ou dans plusieurs domaines d'activité scolaires notamment. Et puis voilà, là-dessus, sur cette partie-là, on a ça. On a aussi eu la chance, notamment au niveau scolaire, d'être associé à des groupes comme le groupe Lestran, où en fait nos joueuses, par exemple, qui sont en centre de formation, sont toutes en études et souvent, pour la plupart, quand elles font des BTS, des choses comme ça, ou qu'elles arrivent avec un an d'avance, c'est-à-dire qu'elles sont sur leur année de bac, souvent elles arrivent et elles sont prises en main niveau scolaire par le groupe Lestran, puisqu'avec Charles de Foucault, etc., on a des jeunes filles qui sont aussi accompagnées niveau scolaire. On en a une notamment qui a, je vais citer Mathilde Caillé, qui était du coup à Fénelon, il me semble, sur c'est le BTS, c'était aide à la personne, ouais. Et elle a obtenu son BTS en étant au centre de formation et en ayant plusieurs heures d'entraînement par semaine et des compétitions le week-end. Donc voilà, on a la chance d'avoir aussi un accompagnement scolaire à côté de ça. Voilà. Tu as eu ton problème de maladie. Ouais. Quel est le parallèle par rapport au monde de l'entreprise et au monde sportif quand on a une déception quand on a un problème dans son entreprise ou quand on a un problème physique qui nous empêche Finalement, je pense que c'était alors la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie, hein, clairement, mais ça a été aussi une des meilleures choses, puisqu'en fait, quand on est sportif de haut niveau, on est toujours habitué à devoir repousser les limites, à toujours devoir aller de l'avant. Et là, en fait, quand on est malade, on n'a pas le choix, clairement. Parce que voilà, quand j'étais joueuse au BBH, tous les 3 jours, on avait match, il fallait que je gagne. C'était obligatoire. Quand on ne gagnait pas, on remettait tout en question, on retravaillait encore plus, etc. Mais là, quand on tombe malade, déjà, on se rend compte qu'il y a des choses, des fois, qui sont beaucoup plus importantes que le boulot, hein, ou le handball, ou voilà. Et en fait, on apprend aussi à trouver des solutions, à devoir trouver des solutions, à s'adapter. Alors ça, le mot s'adapter, je pense que c'est le truc le plus... Voilà, quand je suis tombée malade, c'était vraiment de l'adaptation, puisqu'il a fallu que je m'adapte au planning de l'hôpital, il a fallu que je m'adapte au repos, c'était vraiment... Donc je pense que le domaine, la compétence s'adapter, elle est hyper importante, et je pense que dans le domaine de l'entreprise, c'est aussi ça, surtout quand on est chef d'entreprise, parce que tout n'est pas toujours tout rose, tout n'est pas plat, et je pense qu'il y a des moments, il faut s'adapter. Alors c'est pas évident, hein, ça, il y a peut-être des gros moments de tension ou de stress, mais malheureusement, on est obligé de passer par ça, et quand on le gère bien, on en ressort beaucoup plus fort. Voilà. C'est ce qu'on appelle la résilience, mais en plus de la résilience positive. Donc, ce qui fait que le fait d'être toujours sur le côté positif, tu amènes du positif tout à fait. Envers toi et envers les autres également. Clairement. Quand je suis tombée malade, c'était soit je dégringolais moralement et je faisais plus rien, soit je relevais le défi de continuer ma carrière pro, et voilà. Et je suis très fière aujourd'hui d'avoir fait ça. Quand c'était arrivé, l'équipe, ce qu'il y a autour, l'équipe, le coach, les coachs, les présidents, sont là autour de toi, t'aident à sortir, t'accompagnent quelque part. Là, c'est clairement la plus belle histoire de ma vie. Hein, clairement, je peux pas... Quand j'apprends que je tombe malade, donc j'ai un rendez-vous avec la spécialiste, la neurologue, qui m'annonce que je suis malade, ce que j'ai. On me dit que je pourrais pas en guérir. Et là, je me dis, ok, demain, il faut que j'aille voir Gérard et Denis, le Saint, pour leur dire que je ne sais pas si je pourrais relancer un ballon un jour, quoi. Et j'ai 2 hommes face à moi qui me tendent d'un bout de papier et qui me disent, de toute façon, si tu ne fais pas d'handball, tu feras autre chose, mais tu resteras avec nous. Et là, je me dis, ok, je viens de leur dire que peut-être que je ne pourrai plus jamais être joueuse professionnelle, que peut-être que je n'ai pas trouvé ma voie, que je ne sais pas quoi faire. Et ils me disent qu'ils vont m'accompagner, ils vont trouver une solution et ils vont trouver un boulot, quoi. Et là, la pression, voilà, déjà. Et puis derrière, s'en vient l'annonce à l'équipe. Et alors, ça a été dur pour moi, mais je pense que pour les filles, ça a été compliqué aussi, puisque c'est pas évident quand on est malade, mais c'est pas évident non plus quand on vit autour de ça. Et là, j'ai vraiment eu une famille
Enfin voilà, après, on est dans le sport de haut niveau, on est un sport féminin, donc c'est pas toujours rose, on s'entend pas toujours tout le temps. Mais dans le sport de haut niveau, en fait, on est obligé de vivre ensemble, on a beaucoup de respect les unes envers les autres. Et je pense que c'était ça aussi le secret, c'est d'avoir toujours du respect pour les personnes avec qui on bosse, même si on s'entend pas forcément avec eux. Et ce jour-là, ouais, c'était devenu ma seconde famille, quoi. Je suis pas d'ici, je suis du Mans à la base. Du coup, j'avais pas mes parents, mon frère, ma sœur avec moi. Et là, j'ai eu un appui total que, en fait, je souhaite à tout le monde, peu importe ce qui nous arrive dans la vie. Voilà. Je pense que ce côté équipe, moi, j'en ai besoin au quotidien et voilà. Est-ce que si je fais un parallèle par rapport au classement de Brest au niveau du foot aujourd'hui, Ouais. tu pourrais dire que c'est vraiment parce qu'il y a deux dirigeants qui sont proches des joueurs et qui savent entourer un club qui fait que c'est pas un hasard que sportif que Brest soit au-dessus de Rennes aujourd'hui. Et que Rennes perd Lorient en plus le week-end dernier, donc ouais, c'est... très certainement, c'est à l'image des présidents et des entraîneurs mis en place. Voilà, c'est, je pense, une histoire de cohésion. Moi, l'année de la D2 où j'arrive à Brest en 2015, voilà, historiquement, aucun club en Europe et même dans le monde, en étant en deuxième division, gagne une Coupe de France. Et cette année-là, voilà, on rentre dans l'histoire avec Brest parce que, avec notre petite équipe de copines, on se serre les coudes, on part à la guerre ensemble. Et là, pour l'histoire de Brest, je pense que c'est une question de cohésion et de bien vivre ensemble, en fait, tout simplement. Donc, ouais, je pense que ça, dans les entreprises, même toi, c'est qui m'en parle souvent. Je sais que, voilà, quand tu arrives au boulot, que tu as envie de voir les gens et que tu as envie de bosser avec eux, il y a quand même une dynamique qui fait que tu réussis, quoi, je pense. C'est le savoir-faire quand même du chef d'entreprise, du sportif, Ouais. qui à un moment donné va donner l'envie Oui. À Clairement. l'équipe qui est autour de lui, aux salariés qui sont avec lui, tout comme aux joueurs ou aux joueuses qui sont avec lui. Tout à fait. Et puis encore une fois, parce que comme disait Mario, on n'a pas l'impression d'aller travailler le matin. Et ça n'a pas de prix. C'est clair. Quand on a nos boîtes, moi, il n'y a pas un matin où je me lève en me disant « Attends, fais chier, faut que j'aille travailler ». Ouais. Non, j'y vais avec grand plaisir et je suis ravie de retrouver mes équipes tous les matins. Et, ça, c'est un luxe. Aujourd'hui, on gagne de l'argent sans aller travailler. Je dis pas trop fort parce que autrement il va demander une question. Eux non plus ne travaillent pas. Ah, ok, donc tu les payes pas. Une autre question, Amandine? Allez-y. Moi, ce serait une question de femme en tant que. Moi, je m'en vais. En tant que femme, voilà, comment également vous conciliez peut-être les autres casquettes qui représentent aussi la vie, donc en plus de la casquette entrepreneur ou femme active, les autres plans de vie perso, s'il y a peut-être des enfants, des choses comme ça, comment vous arrivez à... C'est elle qui va répondre parce qu'elle est maman, pas moi. Ouais. Voilà, comment on peut aussi être à la fois peut-être un parent, une femme, une mère. Ouais, en fait, je pense que cette organisation, elle doit être hyper rodée. Moi, j'ai une petite fille de 8 ans, je suis seule avec, je l'élève à 100% seule. Donc du coup, je me suis retrouvée avec mes entreprises, ma fille à gérer et un papa aux abonnés absents. Donc du coup, c'est une organisation. Moi, je suis hyper rodée, hyper organisée, mais j'arrive quand même, malgré tout, à gérer mes entreprises, à faire du hand, parce qu'on est à 3 séances semaine. Mais ma fille m'accompagne partout. Et c'est vrai qu'on a cette chance, pareil, si des fois elle est un peu malade, elle vient bosser avec moi. Donc elle n'a pas le choix. Voilà. Alors elle n'est pas payée, elle s'en plaint beaucoup quand elle fait les miroirs sans être payée. Mais ouais, je pense que c'est mon emploi du temps, il est timé, les semaines, c'est vraiment timé. Il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de soupapes de respiration. Ouais, à ce niveau-là, mais il faut être bien entouré. Je pense que l'entourage qu'on a est primordial. Si on a il y a des piliers dans la vie qu'il faut respecter, notamment le travail, l'entourage familial. Enfin, de mémoire, je crois qu'il y a 5 piliers comme ça dont on parle souvent. Oui, si on veut être serein dans sa vie, il faut que ces 5 piliers-là soient équilibrés. Et là, en l'occurrence, c'est un petit peu la même chose. Mais je pense que si on est bien organisé, bien entouré, tout est possible. Et je me suis jamais sentie, en tout cas, inférieure ou ça n'a jamais été une excuse pour moi par rapport à un homme pour faire marcher mon entreprise.
Ouais. En tout cas, je pense. Oui, non. Ouais. Mais je sais que des fois, même nos entraîneurs m'ont souvent fait de se mettre à ma place en disant oh non, mais elle va jamais pouvoir faire ça. Mais en fait, si. C'est juste qu'eux n'ont pas l'habitude de gérer ça. Mais en fait, si, c'est possible. Voilà. Tout est de l'organisation, je pense. Hein. Ouais. Tu voulais dire qu'on ne peut pas faire deux choses en même Alors, temps? en tout cas, je pense qu'on sait s'adapter. On en revient au sujet principal, s'adapter. Ouais, voilà. Ouais. Tout à fait. Mais ouais. Mais effectivement, ouais, on a peut-être plus des fois des choses. En tout cas, ça n'a jamais été pour moi une raison, un frein ou une excuse par rapport à un autre chef d'entreprise, quoi. Donc, Voilà. mesdames, vous avez même plus d'avantages que nous les hommes. Parce que Clairement. vous savez gérer plusieurs choses en même Mais temps. bien sûr. Et gérer toutes les difficultés en même temps, avec toujours un côté positif. Puisque par rapport à vos enfants, vous êtes obligé de donner beaucoup plus de sensibilité et de force. Et je pense qu'on en crée des futurs entrepreneurs, parce qu'ils nous voient nous lever tous les matins. Ils voient toutes les... C'est vrai, hein, moi aujourd'hui, ma fille, elle est en mesure de me dire tu travailles trop. Des fois, ça m'arrive. Là, je sais que je sors d'une période où je travaille beaucoup. Je lui ai dit, on part un week-end à Walt Disney toutes les deux, en contrepartie. On arrive à trouver des moments... Je pense que c'est pas la quantité, mais la qualité des moments qu'on passe avec nos enfants qui font qui sont ce qui seront demain. Et puis au moins, on leur donne une belle image du travail. Et ils seront chez Yahoo plus tard. Tout à fait. C'est sûr. Donc voilà. Une question sur comment et à partir de quand on passe de filleul à parrain? Ça c'est une bonne question. Je pense que dans la vie de chef d'entreprise, il y a un gap effectivement où on sent qu'on maîtrise tout ce qu'on fait au quotidien et qu'on a moins besoin d'être accompagné. Moi, quand j'ai commencé Yahoo, j'ai presque commencé Yahoo un peu tard parce que ma boîte était déjà créée. Mon entreprise était déjà lancée. Yahoo m'a apporté des conseils en cours d'entreprise, au fur et à mesure. Mais c'est vrai que vu que j'avais été déjà pendant quelques années responsable avant, il y avait déjà des choses qui étaient vraiment acquises pour moi. Et la particularité quand on est sur un métier comme le mien, qui est un métier d'artisanat, c'est qu'on a moins la possibilité de s'évader sur plein d'idées, contrairement à des jeunes qui des fois vont avoir, sur d'autres secteurs, l'artisanat, c'est clair, moi je coupe des cheveux, quoi. On va pas aller ailleurs, alors qu'il y a des secteurs d'activité où en fait les idées peuvent partir dans tous les sens. Et pour avoir fait une tablée des parrains avec Stéphane, donc la tablée des parrains, c'est un moment où le filleul vient et on va être, je sais pas, une dizaine de parrains à peu près autour de lui. Et en fait, il va nous exposer son projet. Donc je trouve que c'est un exercice incroyable et une chance pour eux de pouvoir faire cet exercice-là, d'exposer leur projet face à 10 chefs d'entreprise. Et là, il va être questionné, remis en question sur plein de choses. Et en fait, ce qui m'avait, moi, surprise suite à ce rendez-vous, c'était de voir à quel point les idées pouvaient partir dans tous les sens sur ces jeunes-là. Et c'est vrai que moi, dans mon secteur, on a moins cet éparpillement parce qu'on est sur des métiers d'artisanat. Mais sur d'autres métiers, là, en l'occurrence, c'était sur de la communication qu'il était. Exact. C'était sur la communication, il avait 10 000 idées à la fois. Et là, je me dis, Yahoo, c'est génial pour lui parce qu'il a des parrains qui vont le recadrer, le remettre dans la ligne. Et en fait, sans ça, il prendrait peut-être la mauvaise direction. Donc, et après, on devient marraine quand on sent qu'on a un peu plus de temps. Je pense que nos entreprises sont un peu plus assises, qu'on a des gens qui peuvent prendre le relais dans nos sociétés et sur qui on peut s'appuyer. Donc l'art de déléguer, c'est primordial dans des entreprises. Et une fois qu'on a réussi à déléguer et avoir des gens sur qui on peut compter dans nos sociétés, là, on peut prendre du temps pour accompagner à côté. En tout cas, je pense. Et je pense, comme disait Mario, que la richesse, elle est là. On apprend autant à des jeunes que de ce que nous, on peut leur apprendre. Et nous, on le vit au quotidien parce j'ai des apprentis tout le temps dans mes salons. Donc, en fait, aujourd'hui, même avec des jeunes de 16 ans, j'en apprends tous les jours. Donc, voilà. Une autre question? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Parce que vous parlez beaucoup des jeunes. Oui. Mais est-ce que vous accompagnez, c'est jusqu'à quel âge que vous accompagnez?
Alors là, je crois qu'on est monté jusqu'à... On a mis un chiffre à 35 ans, tu es c'est encore ça? jeune, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'âge après. En fait, je crois que légalement, il fallait mettre un âge ou... c'est ça. Voilà, faut pas que... Enfin, c'est plus difficile qu'un chef d'entreprise jeune et 50... À 50 ans, on peut être chef d'entreprise jeune parce qu'on démarre sa boîte, mais c'est plus difficile d'avoir un parrain qui a 25 ans, quoi. Donc, c'est vrai que c'est plus entre 25 et 45 dans la logique des choses, quoi. Mais je pense que tout le monde a besoin des fois d'accompagnement et peu importe, quoi. On est ouvert pour accompagner de toute façon une personne qui souhaite à un moment donné, qui se tourne à un moment donné vers Yahoo et qui a besoin de se retrouver, d'avoir un échange, d'avoir des conseils. Donc, et ce qui peut être chouette aussi, il n'y a pas d'âge en soi. Et qu'au cours de nos carrières, moi je sais que pendant un moment, je n'avais pas forcément besoin de ma marraine. Et il y a eu un moment où j'ai grandi, j'ai grossi, et là du coup j'ai eu besoin de conseils. Mais peut-être que pendant un an, je ne l'avais pas appelée. Et à ce moment-là, en l'occurrence, j'avais besoin de conseils parce qu'elle avait fait... là, c'était par rapport à des murs et des questions fiscales pures et dures et d'impôts. Mais en fait, là, à ce moment-là, je l'ai rappelé pour avoir des conseils. Et ça, peut-être 7-8 ans après avoir commencé Yahoo. Donc, on sait que même si pendant un moment, on n'a pas besoin de nos parrains, on peut à tout moment les appeler. Et je pense que même... et puis tout le monde, enfin tout le réseau, parce que même Christophe, on sait qu'on peut toujours appeler n'importe qui dans le réseau. Ou des fois, s'ils ne sont pas en mesure de nous répondre, ils peuvent aussi nous emmener vers des personnes qui sont en mesure de nous répondre. En fait, les jeunes chez nous ont en moyenne 21-22 ans. En moyenne. Soit parce qu'ils sont en train de créer une boîte, soit parce qu'ils ont une boîte de moins de 3 ans. Et concernant la durée entre un jeune et un parrain, ça dure le temps que ça dure. Des fois, ça s'arrête parce que le jeune n'a plus besoin ou le parrain n'a plus le temps. Mais la relation, il y a chez nous des parrains qui parlent avec leur filleule depuis plus de 10 ans. Elle est presque à vie, la relation, quoi, quelque part. C'est un réseau un peu solidaire. C'est un réseau complètement différent des autres réseaux d'entreprise. Ouais, clairement. Oui, parce que c'est tout est basé sur sur la le cœur, la sincérité. Donc, pas de problème. Non, clairement pas, ouais. C'est vrai. Mais un jeune de 18, 19, 20 ans a quand même besoin de plus de conseils que quelqu'un de 40 ans parce qu'il découvre le monde de l'entreprise et c'est un monde spécial, le monde de l'entreprise, surtout quand on ne vient pas de là. Donc nous on dit toujours, on prend des jeunes de moins de 35 ans. Mais le vrai besoin ici se situe quand on est vraiment, vraiment jeune. Je voudrais rebondir sur la jeunesse et c'est une question qui s'adresse à la sportive. À propos de jeunesse, dans un club, comme dans la vie de l'entreprise, on doit détecter des talents. Comment cette détection se fait dans le cadre du club ou de l'asso, comme tu l'as déterminé là, dans la distinction entre le club sportif et l'association? Alors, sur le plan sportif, nous c'est un peu différent. Les jeunes talents. Ouais. Nous c'est différent du foot. Le foot, souvent les jeunes sont très vite repérés par les clubs. Les clubs, ils ont des recruteurs, etc. Et nous c'est différent. On a en fait, si vous voulez, jusqu'à nos 18 ans, on dépend de la fédération. Donc en fait, les clubs n'ont pas le droit de recruter à tout va comme ça. Ça, c'est interdit. On dépend de la fédération, on rentre dans les pôles espoirs. Donc généralement, c'est entre 14-15 ans jusqu'à nos 18 ans. Les pôles espoirs travaillent notamment avec des groupes scolaires, puisqu'on est toujours scolarisé comme les élèves normaux. Et en fait, on a des compétitions entre les pôles dans l'année. Et là, il y a pas mal de recruteurs, donc c'est-à-dire des responsables de clubs ou de centres de formation. Parfois, ça dure sur plusieurs années. On voit l'évolution de la joueuse. C'est très très rare qu'on recrute des joueuses entre 14, 15, 16, 17 ans, je vous le dis. Ça se fait plutôt après le bac. Et en fait, en fonction du
potentiel évolué par les entraîneurs, elle rentre ou non en centre de formation. Mais une joueuse, par exemple, alors il y a des parcours qui sont aussi atypiques, hein, il y a des joueuses qui ne rentrent pas en centre de formation et qui deviennent pro. Mais par exemple, si on prend le processus du BBH, en fait, au centre de formation, on a une personne qui est responsable et qui, lui, travaille avec tous les clubs du Finistère. Et de la Bretagne aussi, mais surtout du Finistère, puisque c'est les plus proches. En fait, au lieu de prendre toutes les meilleures jeunes pour les mettre avec l'équipe réserve du BBH, en fait, en fonction du niveau de jeu de chacune, on les envoie dans les clubs autour. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre le cas de Lali qui était au centre de formation chez nous, enfin qui est toujours au centre de formation, sa première année au centre, on lui a dit bah voilà, je pense qu'aujourd'hui tu n'as pas encore le niveau national 1, je préfère que tu aies joué 1 heure en N2 dans le club à côté à Morlaix, comme ça tu joues 1 heure et pendant 1 an tu joueras tous les week-ends beaucoup, et dans 1 an on te rappelle, tu reviens à Brest, tu joueras en N1 et vice versa. Et en fait il y a eu pas mal d'échanges de joueuses, notamment sur le territoire, parce qu'on a vraiment un club qui essaie vraiment de s'accrocher à ce territoire parce que c'est hyper important et même dans l'image du club d'avoir des joueuses comme Pauline Coatanea qui est de Locmaria, qui est championne olympique et qui joue en tant que pro, comme Alicia Toublanc qui vient des Côtes d'Armor, c'est des choses, c'est des valeurs qui sont hyper importantes pour le club. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un travail sur tout le territoire, alors c'est aussi le territoire national, hein, puisqu'on a aussi des joueuses qui viennent de Paris, de Bordeaux, etc. Mais on essaie de faire émerger ce noyau de bretonnes là, qui a un potentiel de dingue. Et puis en fait, ça fait rayonner aussi tout le territoire, puisque aujourd'hui, il manque juste une D2 au territoire, donc le deuxième niveau national, puisqu'après on aura vraiment un club dans toutes les divisions possibles dans la région. Voilà. Donc c'est le but de Quimper, d'arriver en... Le Rosentu. Ouais, Excuse-moi. d'ici peu, ce serait l'objectif. Ouais. On est monté en N1 l'année Voilà. dernière. D'accord. D'ici Et peu là, de vous êtes combien au classement? 4e. 4e. Il y a combien qui montent? 1. Ah, Non, cette année non, c'est l'année de la montée, Ouais. mais non, ce serait l'objectif, oui. Et derrière, bien sûr, l'objectif serait, puisqu'on je disais tout à l'heure, les joueuses restent en études pendant au moins le centre de formation. Le but serait que peut-être que si nous on monte en D2, les joueuses puissent s'entraîner, puisqu'on s'entraîne aussi des fois à Brest, puissent s'entraîner à Brest et aller à l'école à Brest, et le week-end jouer en D2 à Concarneau, à Quimper, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et que ce soit pas trop loin en termes de trajet, mais qu'elles aient un niveau de jeu le week-end très élevé. Parce que c'est vrai que de la N1 à la Ligue des Champions, il y a un sacré palier. Donc voilà, avoir un entre-deux, c'est pas mal aussi. Voilà. d'autres questions? Pas d'autres questions. On a fait. Est-ce que, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais aujourd'hui aux parrains, puisque tu as un certain âge, ça se dit pas, mais bon. Non, voilà. mais ça va. Tu as ta carrière sportive qui est passée, la grosse partie de ta carrière sportive est passée. Oui. Donc aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner, comme si tu étais parrain, quoi, marraine du moins, d'ailleurs? Oui. Alors, marraine, je vous avoue que comme j'arrive dans le milieu de l'entreprise, j'ai commencé en tant que salarié vraiment dans la vie classique, il y a peu de temps, je me mets plutôt dans le sens celui qui est marrainé. La filleule. Voilà. Et je pense que c'est hyper important d'être accompagné là-dessus. Voilà. Et je trouve ça, ce côté partage hyper important. Moi, je le vois avec mes patrons et je pense qu'ils ont besoin de vous. Et je pense que vous êtes vraiment des personnes sur qui on peut s'appuyer. Je me doute qu'il y a des plannings assez fournis et chargés, mais au vu de comment ça s'est passé, en tout cas, je pense que voilà, il faut rester solidaire. Et puis c'est génial, ce genre de réunion, moi je trouve ça top. Donc si vous pouvez devenir parrain et apporter un petit peu à chacun d'entre nous, c'est top. Ou devenir filleule. Voilà, Également. tout à fait. Merci pour votre écoute. S'il n'y a pas d'autres questions. Les petits jeunes, on ne les a pas entendus beaucoup, les petits jeunes. On a un groupe de petits jeunes, il y en a 4 qui sont là, en plein milieu. Ouais, on a un deuxième groupe de petits jeunes également. Quelles questions vous auriez? Ah, c'est vrai que je vous prends de court là. Hein. C'était pas prévenu. Hein. Mais c'est ça aussi l'entreprise. On a des fois des choses qui arrivent d'un seul coup. Tiens, alors, est-ce que vous auriez une question?
Moi, c'était plus par rapport à vous, si on ne vous avait pas donné l'opportunité de continuer dans le monde comme ça du sport, là en revanche dans le secteur commercial, qu'est-ce que vous auriez aimé faire et après une carrière comme ça de haut niveau, qu'est-ce qu'on peut faire Alors j'étais déjà orientée sur la partie commerce, j'avais fait un bilan de compétences pendant ma carrière sportive, où j'avais vraiment fait un travail sur moi, sur mes compétences, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et en fait, avec le BPH, en fait, on a beaucoup de partenaires. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'avais une fibre quand même assez relationnelle et commerce. Donc c'était quand même un domaine qui m'intriguait. Et quand j'ai fait mon bilan de compétences, il s'est avéré que vraiment j'appréciais ce domaine-là. Et c'est pour ça que je suis partie dans ces études-là. Après, si je n'avais pas trouvé le BBH, j'espère que j'aurais trouvé autre chose. Quoi, je ne sais pas. Mais je suis quelqu'un quand même d'assez curieux. Et du coup, je pense que j'aurais quand même trouvé autre chose. Et je pense même que peut-être que je finirais peut-être pas ma carrière professionnelle au BBH. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a plein d'autres domaines où je serais ravie de travailler et essayer, en fait, tout simplement. Peut-être qu'il y a des choses qui ne me plairont pas, hein, mais voilà.